d'abord, je remercie les organisateurs de l'événement. Ça fait déjà quelques temps que je n'ai pas participé, mais c'est toujours un plaisir de répondre à cette invitation. Et des étudiants, et pas simplement comme économiste, mais membre du conseil d'administration, donc j'ai l'obligation de participer avec vous. Et c'est l'une des premières universités à engager ce genre de réflexion chaque année. Et pendant plusieurs jours pour voir exactement comment votre secteur, le secteur de la santé, évolue. Et c'est bien que vous ayez pu quand même, en dépit de la situation difficile, de maintenir cette bonne habitude. Donc on m'a demandé de parler de santé et Covid. Donc je ne sais pas si vous voyez de loin. Donc mon guide est capable de faire rapprocher, peut-être capable de voir mieux. Donc je dit santé post-Covid, santé globale et médecine sociale. En fait, les étudiants qui ont commencé peut-être d'ici 3-4 années à l'université Notre-Dame, je suis sûr que certains d'entre vous, vous étiez là avant Covid, mais vous allez sortir dans une situation post-Covid. Donc il y aura une autre approche du secteur santé. Et je souhaiterais que vous sortiez d'ici, ceux qui participent, compreniez exactement que la médecine, ce n'est pas exclusivement le corps humain, ce n'est pas se concentrer sur les organes, mais il y a tout un champ extrêmement important, extrêmement intéressant. Il y a plusieurs métiers que vous pouvez tirer de tout cela. C'est ça les opportunités que vous allez avoir, parce que lorsqu'il y a une crise, il y a des menaces, mais il y a également de grandes opportunités. Et pourquoi ça doit nous intéresser lorsqu'on parle de santé globale et médecine sociale? Sachez que ces deux concepts n'ont pas été créés en Haïti, mais ceci a été un déclic pour le monde avec ce monsieur qui s'appelle Paul Farmer, qui a fait un travail extraordinaire dans la médecine mondiale. Et après le tremblement de terre, d'ailleurs ce mois-ci, ils sont en train de célébrer un nouveau programme qu'ils ont créé du côté de Harvard sur la médecine globale. Et Paul Farmer, qui est venu en Haïti après ses études en anthropologie, et lorsqu'il est venu, il a été dans le plateau central, il est retourné aux États-Unis pour étudier la médecine, et retourne en Haïti. Donc vous voyez ce qu'il y a comme lien entre Haïti et Paul Farmer, et comment il a influencé la médecine mondiale à travers ces deux concepts, santé globale et médecine sociale. Donc pourquoi nous, on ne devait pas en bénéficier? Je parle, vous, cette jeune génération de médecins s'il y a dans la salle, que vous puissiez voir, la médecine c'est beaucoup plus que ça. On vit actuellement une crise sanitaire qui a provoqué une crise économique. La crise n'est pas d'abord économique. Et les économistes, en général, parlaient de production, de croissance économique, mais on n'avait jamais prévu qu'il y aurait un stop au niveau de l'économie mondiale en 2020 avec cette pandémie. Et réagissant de manière très émotionnelle, cette crise a provoqué cette crise économique et voilà la situation sanitaire. Bon, bien sûr, maintenant avec l'Ukraine, il y a eu une dégradation de la situation. Mais c'est un problème médical, à savoir Covid, qui a provoqué cette crise économique. Donc voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur la santé globale et la médecine sociale. Et j'ai eu l'opportunité d'aller au Rwanda, sur l'invitation de Paul Farmer avant sa mort, et de découvrir la première université située en milieu rural d'inspiration haïtienne de plateau central par Paul Farmer. Et je crois qu'on devrait réellement, non seulement rendre hommage à Paul Farmer, mais avoir un cours de la médecine haïtienne, que tous les étudiants puissent savoir ce monsieur qui est Paul Farmer, comment il a pu développer tout ce mouvement, Partners in Health, du côté du plateau central, à Mirbalais, du côté de Las Caoubas, et maintenant c'est un grand mouvement au niveau mondial. Et cette université, je viens dire une université qui est créée dans une zone, dans le nord du Rwanda, et où des étudiants à travers le monde, particulièrement en Afrique, peuvent se rendre pour étudier la médecine d'inspiration locale. Et lorsqu'on visite cet espace, vous allez voir plusieurs noms de communes, de sections communales à l'intérieur même de l'université avec ce concept de santé globale et médecine sociale. Donc je voulais rendre cet hommage à Paul en cette occasion. Donc
voilà, les systèmes de santé sont dépassés actuellement par des nouveaux défis de sécurité humaine. On a toujours tendance à oublier la santé jusqu'à ce que le frappe. Si vous frappez les autres, et puis on l'a tellement formal, on dit, bah, ça ne va pas comprendre que PMD est aussi important. Des pour pas malade, pas aucun problème. Mais des pour malade, toute qualité de problème, on va réfléchir en quelque sorte. Donc, dès qu'il y a, qu'il soit une crise au niveau de désastres naturels, la saison cyclonique qui va commencer dans quelques jours, lorsque le frappe pays, il y a premier bagaille, moun blessé, moun nan problème, c'est les gens songer que à santé, ça ne va le faire avec. Donc voilà comment les dépenses de santé ne doivent plus être interprétées comme de simples dépenses, mais surtout des dépenses d'investissement pour prévenir, comme on dit chez vous, prévenir vaut mieux que guérir. Voilà deux indicateurs extrêmement importants qu'on utilise et que vous allez comprendre exactement ce dont on parle aujourd'hui. La partie gauche, c'est ce qu'on appelle l'espérance de vie à la naissance. Un petit monde qui a fait Kounia dans l'hôpital général, combien de temps que l'espérer vivre? Comme l'ami dans la faculté, il y a un paquet de bonnes gens qui font là, quelle espérance de vie population haïtienne là? 55. Bon, je vais me déplacer de zone ça parce que je suis presque tué statistiquement. Je vais commencer à traverser côté de un niveau beaucoup plus élevé. Mais j'espère que c'est pour un médecin qui dit ça, vrai? Moi, mais son réalité. Ce qui signifie que donner ça, il faut connaître dans la faculté de médecine. Ce n'est pas seulement concentrer sur le cœur, sur l'autre organe, mais c'est une donnée fondamentale. Nous pas à 55 jours, mais pas trop élevé, non? Dernier chiffre que vous avez, l'indice de développement humain, 62-63 ans. Voilà l'espérance de vie de la population en Haïti. En République dominicaine, 73. Je vais poser une question. Pour qui sont-ils qui ont fait l'hôpital général là, 63 ans, à côté, sur même île là, 73 ans? Qui ça fait différence 10 ans ça? Et comme médecin, vous devez vous intéresser à ce genre de choses. Parce que si vous voulez déterminer la solidité d'un système de santé, à savoir, est-ce que la santé a marché bien dans le pays, c'est un premier indicateur pour regarder. Espérance de vie. Alors, avant d'y arriver, regardez, en 2010-2011, nous étions en bas 71. Et regardez la tendance. Avant Covid, la montée dépassait 72. Après Covid nous frappe, 2020, vous voyez, c'est ce qui passe. Et on perdu près de 10 ans de progrès en santé ou encore en espérance de vie à cause de Covid. Et si nous battons Covid, regardez, on serait autour de 73 ans en quelque sorte. Et tout ce qu'on est capable de les prévisions qu'on a fait pour après Covid là, où il n'y a pas une qui monte tout modèle, que le 1B, que le 2A, que le 2C, tout vers le bas. Quand jusqu'à présent, on est capable peut-être une période, comme on est capable de demander nous combien de gens qui mourent dans le Covid là. Ça intéresse nous tout comme médecin. Et sachez que nous connaissons un pile nous-mêmes qui disent, ah mais je ne vais pas faire génie, je ne vais pas faire agronomie parce que je ne vais pas aimer mathématiques, je ne vais pas aimer statistiques. Je dis à quelque chose ça va faire. Il te met tes paix, mais pasteur, statistiques là sont des bagages qui sont importants. Parce que les données qui donnent l'information, qui vont vous donner la connaissance, et pour prendre de bonnes décisions, en fait, vous n'êtes pas un médecin, vous êtes quelqu'un qui peut prendre des décisions dans le secteur que vous le santé. Même gens que agronome tout à l'heure, tu as parlé tout à l'heure là, de aspect agriculture, aspect de manger. Donc, ce sont bonnes données, des bases de données extrêmement importantes qu'ils ont à l'université. Puisqu'il y a que travail sur eux, avancer pour prendre de bonnes décisions, parce que qui gagne, c'est celui qui prend les bonnes décisions. Maintenant, regardez de l'autre côté au niveau du revenu per capita. Vous allez voir la tendance à la hausse, choc la fête en 2020, la baisse qui est réalisée, mais une tendance à la hausse du revenu per capita. Donc, l'économie a réagi beaucoup plus rapidement, de manière positive, que la santé. Mais le choc n'est pas un choc économique, ça a été un choc sanitaire, je pourrais dire. Le deuxième slide nous dit quoi? Il ne va pas paraître trop bien, ma bonne, et plus ou moins ça qui passe par en bas. En bas, c'est exactement le nombre d'années, sous axe des abscisses là, axe de ordonnée, c'est pauvreté. Quantité de monde qui vient pauvre, qui a une situation d'extrême pauvreté. C'est de 2015 jusqu'à 2022. Regardez la tendance qu'il y avait, à savoir une chute continue du nombre de personnes pauvres dans le monde. Les objectifs du millénaire pour le développement, les objectifs de développement durable. Mais vous allez voir automatiquement qu'on a été frappé en 2020. Regardez le nombre de personnes
en situation de pauvreté qui a explosé, je pourrais dire. Et si on n'avait pas eu Covid, la tendance serait à la baisse en quelque sorte. Maintenant, l'économie qui reprend un petit peu, il y a eu une diminution de personnes en situation de pauvreté, c'est 84,2, mais il y a deux tendances, optimistes et pessimistes. Et vous voyez l'écart qu'il y a eu à cause de la situation sanitaire. Donc les chiffres parlent clairement, et j'y vais même pour la région de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Haïti, il y a pile monde dans le schéma ça. Voilà la situation en 2015. On était à 24 millions, ça a augmenté à 25,5, 25,6, 25,3. 2019-2020, Covid, l'explosion à 29 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté. Il y a au moins 3 à 4 millions que Haïti gagne 29 millions. Ça. Il y a une chute, mais voilà les deux tendances qu'il va y avoir. Donc ce qui signifie que voilà le choc sanitaire, l'impact sur l'aspect économique et sur l'aspect social. J'ajouterai l'inflation, pourquoi? Parce qu'avec Covid, panique dans le monde, nous fermons l'économie, ça rien fait en 2020, lorsque que les États-Unis, que l'Haïti, décret sorti, nous dit que attention, nous pas droit sortir dans la rue, nous pas droit au travail. C'est comme si par exemple nous étions uniques pour un corps humain, puisque je parle à des médecins, après une coupée veine, automatiquement sans particulier, monde mourir. C'est ce qu'on a fait avec l'économie. La panique, on a bloqué l'économie. Bon, nous n'avons pas besoin de l'autre. Nous avons fait bagarre ça avant. Pays l'autre, c'est ça le tout. Pays l'autre, pas de l'autre bagarre, non? Pays l'autre, c'est couper toute veine dans l'économie. Après, on dit, bon, ok, d'accord, il faut que je vienne là, aller après qu'on y a une situation. Comme nous toujours en avance, malheureusement, dans les choses négatives, on avait fait un confinement avant même le confinement mondial, qui était le pays l'autre. Et qui a disloqué, je pourrais dire, l'économie haïtienne. Et je l'avais dit dès 2019, il dit attention, on a droit du feu. Et un médecin sénateur va dire oui, que on va critiquer bagaille, mais c'est une réalité. L'offre fait mon économie, ça veut dire que pas de circulation de biens, pas de circulation d'argent, et ça va être la situation. Je souris maintenant lorsque j'entends dans le sud, le 31 mai, orientation fermée département, toute zone sud là. Si vous le faites, pas penser que monsieur Dame Bordeaux-Pression va changer rapidement et vous allez payer considérablement les conséquences. Donc l'argent dans une économie, c'est comme le sang dans le corps humain. Si trop de sang monte dans le cerveau, c'est un problème. Si pas assez sang, c'est notre problème. C'est ça l'inflation et la déflation. Donc lorsqu'on a eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement, voilà la situation. L'inflation et le nombre de personnes pauvres augmentent de manière considérable, je pourrais dire. Donc voilà la variable dont on parlait et qui vous intéresse. Je sais que vous avez déjà beaucoup d'années pour avoir votre diplôme en médecine, mais je pourrais vous garantir que si nous avons mis une année additionnelle, il va vous déranger. Non, pour nous sortir plus fort encore, pour nous capable encore beaucoup plus solide. Monsieur, que tu fais, oh, 7 là déjà, soit mettez 8. Donc c'est pour vous dire que il y a encore des choses à apprendre si vous rentrez dans la santé globale et dans la médecine sociale qui va permettre que lorsque c'est pour un job docteur capable de prendre en dedans l'hôpital là, ou bien en dedans au centre de santé, mon capable de faire un paquet d'autres bagages pour avoir une vision beaucoup plus large. Donc lorsqu'on parle de pauvreté, ce n'est pas seulement la pauvreté monétaire. Et vous allez voir, l'une des variables les plus importantes, c'est avec le commencer, c'est la santé. On ne commence pas avec l'économie, on commence avec la santé. Avec des indicateurs. J'aurais pu poser la question également. Quel est le taux de mortalité infantile? Quel est le taux de mortalité maternelle? Soit sorti là avec bel diplôme docteur, ou pas donner ça, aucun problème là. Ou bien un gros chirurgien, un gros ceci, gros cela. Mais ces indicateurs sont fondamentaux pour comprendre le problème médical. Et vous allez voir, la nutrition, la mortalité infantile sont prises en considération lorsqu'on va calculer l'espérance de vie pour arriver à l'indice de développement humain, qui est le concept global. Ensuite, l'éducation, n'en parlons pas. Donc le capital humain, la santé et l'éducation arrivent même avant l'aspect économique qui est le revenu per capita. Où nous allons parler de combustible de cuisson, assainissement, l'eau potable, électricité, logement et biens. Donc en ce sens, un médecin doit avoir une vue beaucoup plus large, pas simplement se concentrer sur le corps humain, mais l'environnement dans lequel vous vivez, ça va influencer les décisions que l'on aura à prendre. Donc voilà une autre variable d'importance à considérer. Je poursuis pour dire, lorsqu'on parle d'économie,
avant d'aller vers l'argent, il faut d'abord voir la demande. Qui quantité de monde qui gagne besoin. Il dit que je dis à ne pas connaître quantité haïtien qui gagne réellement dans le pays. Il dit 12, il dit 14, il dit 9, il dit 10 parce que le dernier recensement a été réalisé en 2003. Et rappelez-vous bien sûr que c'est 2003. GNB, bon, il y a un plus jeune qui va pas songer ça eux-mêmes là. On ne peut pas faire un recensement dans un environnement aussi déséquilibré, aussi instable. Et comme Haïti n'est pas jamais capable de jouer une stabilité depuis le ça, donc on devine, on ne sait pas réellement combien de personnes qu'il y a dans la population. Mais des estimations de l'IHSI nous disent que nous avons à peu près 5 millions d'Haïtiens dans ce département. Les moins jeunes de la salle comme moi ont étudié pendant longtemps que Haïti avait 5 millions d'habitants. Donc tout espace stratégique 5 millions de gens. Je dis à peu près 5 millions dans le département. Donc, il y a parlé de Matisse, Croix des Bouquets, Cité Soleil. Donc, cette forte densité pose problème également. Que l'insécurité physique, que l'insécurité sanitaire, parce que moun sous moun, donc vous pouvez comprendre en quelque sorte ce qui se passe. Semaine ça, le Pérou a subi un tremblement de terre d'un niveau de 7,2. Combien de monde est mort là-dedans? Jusqu'à présent, beaucoup entendent, il y a 100, il y a 200, il y a 1000, il y a 100 000. Nous prenons une 7,2, nous entendons qui dégâts que le fait au niveau du pays. Et Jean Prepti le dit bien, ce n'est pas tremblement de terre qui tue moun, c'est gens gérer espace noir qui mettent dans cette situation ça. En pile moun sur les réseaux sociaux, si la pique fait hier pas même durer une demi-heure de temps, nous allons recevoir ça qui passe en bas dans Magloire en boise. Qui bonne mais qui état que nous vivons, mais qui conditions que nous vivons. Ce sont des problèmes à poser en quelque sorte. Donc vous avez 37% de la population dans ce département, le deuxième département avec à peu près 16%, arithmétique, ça vous fait 53% dans deux départements. Il y a 10 départements, plus de 50% décident de vivre dans deux départements. Nous allons prendre à peu près 10 qui là au niveau du nord, donc 63%. Et si m'ajoutez 7 qui dans le département sud là, 70% de la population, ils décident de vivre dans 4 départements. Donc, reste 6 départements ont été presque vides. C'est exactement si moun k'ap jouer football, bon ballon, après que 50 moun, chaque moun besoin faire shoot, pour dire ballon, tout le monde besoin faire shoot par après quitter tout reste terrain pour quoi. Et voilà comment on vit dans ce pays, à savoir une forte concentration de certaines zones et qui provoque ce que vous avez comme difficulté dans ce pays. Voilà une deuxième donnée d'importance pour vous. Regardez comment on vivait dans ce pays. L'un des 5 millions de monde, année 71, mais ça a représenté la population urbaine. Donc, plus de monde vivent, moins est capable de dire, dans la zone rurale. Mais pendant 50 dernières années, il y a des explosions faites là. Et quelle politique de logement, quelle politique urbaine, quelle politique territoriale que nous avons eu. Donc, si vous n'avez pas mis en place des politiques pour faire face à ce genre de problème, donc vous allez comprendre, mes amis, que ce qu'on a vécu là aujourd'hui, c'est le fruit d'une mauvaise gestion de l'espace et de monde qui croît dans le pays. Maintenant, puisqu'on a parlé de pauvreté au niveau mondial, pourquoi ne pas y voir maintenant au niveau local? C'est une photographie qui a été prise après le tremblement de terre. Nous sommes en 2012. La Banque mondiale et le ministère du Plan a dit qu'on avait 44% de la population dans le département du Nord-Est en situation d'extrême pauvreté. À savoir qu'il levait matin, qui payait au moins 120 gouttes dans la poche. Et nous parlons pour le Nord-Ouest, nous parlons Grand-Est. Les 3 départements côté il y a plus concentration de monde en situation d'extrême pauvreté. Ça, c'est la pauvreté monétaire. J'ajoute maintenant pour la pauvreté modérée, à savoir qui paye 2 dollars américains dans la poche par jour. N'oubliez pas, l'esprit de la présentation, c'est exactement santé globale et médecine sociale, où se retrouvent les besoins, en quelque sorte, pour les services sanitaires. Et en tant que plus de monde qui pauvre, ça veut dire que besoin beaucoup plus élevé dans l'espace. Donc, comme étudiant en médecine, il faudrait que vous puissiez maîtriser ce genre de choses, à savoir l'environnement dans lequel vous vivez et quelle demande il peut y avoir
pour la santé et la santé publique en général. Parce que lorsque nous ignorons les gens, ils sont capables de développer des maladies et ils sont capables de propager comme un virus et ça peut créer de sérieux problèmes. C'était 2012. Même bonne garantie. Si je prends la même photo ça en 2022, l'année prochaine, moi je suis que Grandas, situation dégradée, parce qu'entre-temps, Grandas prend un paquet de chocs, il prend Mathieu, il prend Matissan, ensuite il prend CIS 2021. Donc Grandas, il y a plus de monde qui est en situation de pauvreté, d'extrême pauvreté. Ça, c'est les Nations Unies qui ont fait un travail en 2020 pour déterminer les gens en Haïti qui sont en situation d'urgence humanitaire. Et vous allez voir, en 2020, il y a un paquet de zones qui ne sont pas vraiment détériorées en 2012. Vous regardez le département du Sud-Est. Tout le département Sud-Est là, commune en situation d'urgence humanitaire. Et si je prends également le département de la Grandance, tout le département là en situation d'urgence humanitaire. Et cette photographie a été prise en 2020, avant le 14 août 2021. Donc si j'aurais fait la même photographie, j'aurais encore beaucoup plus de personnes. Et pour les jeunes dans la salle, nous avons un médecin, on regarde les données, ça, technologie, information et communication, satellite. Donc tout ça, c'est des bagages que nous sommes capables de faire qu'on y a. Médecin, pas veut dire c'est exclusivement avec même matériel, non? Ça, c'est nos amener, tout le travail, c'est capable de réaliser là-dedans. Donc je dis, les big data. D'ailleurs, il y a même une science qui s'appelle Health Analytics, à savoir c'est lié les statistiques au secteur de la santé. Vous n'avez pas jamais ouvert quoi, mais on chite en côté, à faire médecine, on fait tous les éléments ça dans la santé globale là et la médecine sociale qu'on a parlé là. Réfléchissez à ça également, les nouveaux métiers qu'il va y avoir. Voilà les informations, les statistiques qui nous disent, dans le département de l'Ouest, il y a plus de 500 000 personnes en situation d'urgence humanitaire. On regarde le département de l'Antibonite, 163 000. Mais si je essayé de regarder, je suis capable de faire des corrélations avant d'arriver à la causalité. Est-ce que quand il y a plus de monde qui est en situation d'insécurité humanitaire, urgence humanitaire, est-ce que pas qu'il y a plus de monde qui a tendance à traverser l'île pour aller dans l'insécurité physique, là, dans le kidnapping, sans vouloir justifier tout ça, mais qu'il y a plus de candidats dans ça. Parce que si je vais dans l'autre zone qui est plus pauvre, même pas toute insécurité physique qui gagne du côté de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, c'est encore des études à réaliser et des recherches à faire dans cet esprit-là. Là, c'est le nombre de personnes dans le besoin, selon les Nations Unies. Donc, on a plus de 4,5 millions de personnes en 2020 qui étaient en situation d'urgence humanitaire en Haïti. Qui n'ont pas qu'à manger, qui n'ont pas de soins de santé, qui ont toute qualité de problème qui sont capables de poser. C'est encore les chiffres qui sont très parlants en quelque sorte. J'insiste encore sur la géographie, parce que géographie économique, géographie financière, ça nous permet de voir les autres secteurs. Parce que le développement, ce n'est pas un fait économique lié simplement. Nous sommes là. La pauvreté, elle n'a pas une dimension exclusivement monétaire. Elle est sociale, elle est médicale, elle est éducative. Qui qualité d'éducation à bas, tout élément, ça, il faut prendre en considération en quelque sorte. Qu'est-ce que j'ai fait? Chaque année, le groupe Croissance organise le sommet de la finance. Et ça nous fait, dans le souci de Banque centrale là, nous garder qui quantité d'argent qui gagne dans chaque département en termes de dépôt. Banque va le faire, mais là, avec 2 heures après-midi. Supposez dans le système bancaire là, nous collectons 100 gouttes. Tout le système bancaire prend 100 gouttes. Regardez pour nous, le département de l'Ouest là, dans 100 gouttes là, il a retenu 82 gouttes 10. Là, le département de l'Ouest là, un petit peu méchant. Parce que nous connaissons le département de l'Ouest là, c'est dans la zone métropolitaine là, qui a un bac. 10e section communale Petit Gouave, sous frontière, pas de bac. Donc la zone métropolitaine de Port-au-Prince va collecter la grosse part du gâteau, 82 gouttes 10. Mais rappelez-vous bien que 37% de la population se retrouve également dans ce département. Donc, j'ai dit, chien par Kataï, bah ouais, chien, c'est qu'à boucher là. Donc, pour qu'ils soient tout comme ça dans l'Ouest, là, ce n'est pas sans raison. C'est là que nous mettons presque toute bagaille qui est relativement intéressante dans le pays. Le deuxième département sera le département du Nord, avec une situation à peu près de 5 à 6% au niveau des dépôts. Ensuite, nous avons 2 départements, l'Antibonite et le Sud, pour aller vite. Si je additionne 4 départements, je prends 80 qui retrouvent dans l'Ouest là,
et je vais joindre près de 10 à 15 qui pourraient aller dans 3 départements. Qui veut dire que sur chaque 100 gouttes collectées pendant une journée dans le système bancaire, 95 gouttes dans 4 départements. Donc, il était 5 gouttes pour tout le reste des départements. Et nous allons voir le département nord-est là, département Niplan, département Grand-Est là, pas même capter une goutte dans 100 gouttes là. Donc voilà encore des chiffres qui parlent. Et je fais la même chose avec les coopératives, ce n'est pas différent. Donc concentration de richesse dans des départements où la population se retrouve. Tout ceci nous montre qu'il y a un problème parce que comme médecin, lorsque par exemple, je viens là, nous, ou pas dire comme ça que, ah, il y a des gens qui étaient passés là, j'ai le rouge même, j'avais, j'ai l'impression que ces problèmes pas monsieur gagné. Après, il commence à écrire pour me dire à l'acheter ça. Je suis plus fou passer docteur. Pour le docteur, pas même garder ça dans les yeux. Après, il dit moi, al mettons un produit dans les yeux. Le docteur a une obligation, quel que soit le problème que j'ai, pour le dire avant de prendre décision, il va le dire allons au laboratoire, il va tester tout ce qu'on a dans comme moi pour dire exactement mes problèmes que j'ai. Donc vous voyez l'importance du laboratoire pour le médecin. Et c'est la même chose lorsque vous allez prendre des décisions. Il faut que vous ayez des données. Il faut que vous ayez des informations. Il faut que vous puissiez prendre des décisions à partir de un groupe de monde qui est dans la chaîne qui dit ouais, ça on dit c'est ça. Vous pouvez deviner, mais il faut supporter avec des faits en quelque sorte. Donc voilà maintenant les objectifs de développement durable. Tout médecin qui sort de cette faculté, ou du moins, qui va devenir médecin, faut être capable de connaître qui ça objectif de développement durable là. Parce que nous allons l'ODD et retenu ça bien, je suppose que vous le connaissez, l'ODD 3, à savoir bonne santé et bien-être. Donc ce n'est pas un chita là, à ouvrir l'anatomie, pour aller dans le laboratoire, après ne pas garder l'autre planification pour permettre que le corps humain nous capable d'améliorer. Donc retenez ça, l'ODD 3, et faire des recherches à Google, il y a une information sur ça. Il y a 17 ODD, le gouvernement a retenu 11, et bien sûr l'ODD 3, il n'y a pas de bien choix, parce que là c'est tellement important l'espérance de vie de la population. Et après le tremblement de terre, on a décidé de créer ce qu'on appelle le plan stratégique de développement d'Haïti. J'aime dire que si le tremblement de terre est arrivé, Mol Saint-Nicolas, ou bien Dame Marie, je dis ne pas même parler de ça, ne pas même songer que un tremblement de terre est arrivé le 12 janvier 2010. On en parle jusqu'à présent, c'est parce que ça avait frappé le cœur de l'économie. Côté de mettre plus de monde, côté de mettre plus d'argent, nous, les chiffres sont là, les 4,5 millions d'habitants dans le département de l'Ouest, les 80% des milliards de gouttes de dépôts dans le département de l'Ouest. Donc on a été touché et on en parle et ça a fait mal considérablement. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? Il faut refonder ce pays. Territorialement, économiquement, socialement, institutionnellement. À savoir, nous ne pouvons pas prendre toute bagaille, nous concentrer, mettre toutes dans un seul panier dans le département de l'Ouest. Donc on a parlé de la région du Grand Nord, de la région transversale, la région de l'Ouest et la région du Grand Sud. Mais pour le faire, il faut qu'on crée des emplois dans ces zones également. Parce que je ne peux pas parler dans zone, ce n'est pas un job. Pour le faire, il faut créer un emploi, mais il faut qu'il y ait des services publics également, particulièrement des services de santé et des services d'éducation. Pour qui ça me débarque dans Port-au-Prince avant que je dérive dans le baccalauréat au CAI, c'est parce qu'à l'époque, pas de gain baccalauréat bon l'école à l'époque. Donc, qui fait me tomber dans Port-au-Prince, tout le monde vient gonfler dans Port-au-Prince. Il y a des parents qui préfèrent faire sacrifice, même si ça touche bien en dehors de Port-au-Prince, mais ils préfèrent mettre tout le monde dans une bonne école, même si ça touche moins d'argent en quelque sorte. Donc c'est cette refondation sociale que vous devez lire également dans le plan stratégique de développement d'Haïti. Donc je vais justifier pour nous, pour qui ça pour nous faire 8e année à l'université, pour nous capables de sortir, puis bien pas vrai. Et le point le plus important, c'est la refondation institutionnelle. À savoir, les institutions, on ne peut pas s'en passer, mes amis. Ou pas arrêter au grand pays, pas un parlement là-dedans, nous tuer le président, le pays n'a pas fonctionné lorsqu'on n'a pas d'institution. C'est comme Marc nous parle à 2h de l'après-midi, si habite là pas venir, si on n'a pas rangé terrain, pas de match. Ce n'est pas un joueur qui fait match là. Il y a eu toute une préparation, d'ailleurs, les malades de sport que vous êtes dans la salle, il y a plein qui ont fait même pour qualité pelouse là. Donc c'est pour vous dire que
c'est l'environnement, les institutions qui vont faciliter en quelque sorte qu'on puisse vraiment se développer au niveau de l'espace. Là, pour aller rapidement, parce que je pense que l'heure a avancé, donc, c'est un travail que l'on fait au niveau du groupe Croissance. Lorsqu'on parle de santé, éducation, économie, le budget, c'est l'outil fondamental qu'il faudra comprendre. Donc, depuis des années, nous avons toute une bataille qu'on réalise qu'on appelle le budget citoyen, le budget participatif. Ou pas capable dans le secteur santé, ou pas combien de cob que vous mettez dans le budget pour le ministère. Combien de cob qui peut vraiment dépenser dans le secteur de la santé. Et qu'est-ce qu'on fait exactement? De manière très simpliste. Hein? C'est un travail qu'on avait réalisé pour le Parlement haïtien, pour ce qu'on appelle le budget pour les nuls. On parle de 210 milliards de gouttes. On dit 210 milliards de gouttes, c'est beaucoup d'argent. Ou même pour famille, mais pour un pays, c'est rien du tout. On parle vulgaire 2 milliards de dollars américains. 2 milliards pour 12 millions d'Haïtiens. Les Jamaïcains ont 6 milliards pour 3 millions de Jamaïcains. Les Dominicains ont près de 20 milliards pour moins de 10 millions, de 10,5 à peu près. Donc, il faut que vous puissiez interpréter ces chiffres et que vous puissiez également défendre vos intérêts. On n'aura pas trop de temps pour entrer dans les détails. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 4 grands secteurs. Il y a le secteur économique avec tous les ministères, travaux publics, finances, plans, agriculture, environnement, commerce et tourisme. Ensuite, le secteur social pour les spécialistes dans le secteur agricole. Regardez, le ministère de l'Agriculture, 5,3 milliards de gouttes. Pendant que toute opportunité ça gagne là, prix à augmenter sur le marché international, dois-je dire au docteur Chancy que jeudi à prix marché international là sont avantage que le cas pour le marché local là, même j'en ai parlé de tarifs là. Mais il faut qu'il y ait toute une politique et des fonds qui sont alloués non seulement au secteur de l'agriculture, mais également au secteur des travaux publics pour qu'on puisse avoir des routes, des infrastructures rurales également. Bon, ce n'est pas le sujet. Allons dans le sujet qui nous intéresse, c'est la santé. Regardez le secteur social. Éducation, 27 milliards. La santé, 8,8 milliards de gouttes. On n'a même pas 10 milliards de gouttes pour le secteur de la santé. Et dans 8,8, ça, je garantis, une bonne partie, c'est pour payer les gens qui travaillent dans le ministère. Donc, quel investissement qu'on va réaliser en quelque sorte? Donc, voilà le débat, la discussion. C'est la raison pour laquelle je vous dis, ne vous concentrez pas simplement sur le corps humain, pas concentrer exclusivement sur la faculté. Il faut regarder l'environnement et regarder également les décisions qui sont prises. Ça, 8 milliards de gouttes, ça a résolu le problème malaria, problème et sida. Donc, vous pouvez imaginer qu'on dépend complètement de l'international en ce sens. Donc, voilà une variable qu'il faudra suivre en quelque sorte. Pendant qu'on a mis 8,8 milliards de gouttes dans le secteur santé, on regarde qui va mettre l'argent encore. Dotation spéciale, subvention au secteur de l'énergie. Voilà un sujet qui fâche. C'est comme un drap. Drap pas long, il ne peut pas couvrir tête à pied en même temps. Et ce sont ce genre d'arbitrage qu'il faudra comprendre. On met 8 milliards de gouttes dans le secteur de la santé. L'EDH, bon, presque une garantie là, ça qu'a fait là, c'est sous génératrice l'école là que lié. EDH, il y a à peu près 8 milliards de gouttes pour compte lui pour le vendre nos blackout que nous avons là. Donc, si nous mettons dans l'EDH, pas de comme qui était pour la santé. C'est aussi logique. Nous allons plus loin. Gasoline, nous monter, nous allons moins jouer. Il y a à peu près 20 milliards de gouttes. 20 milliards de gouttes pour subvention gasoline. Donc, si nous mettons 20 milliards de gouttes pour ne pas payer gasoline plus cher, nous ne sommes pas capables de prendre pour la santé, pour l'éducation. C'est votre problème. Parce que je vais garantir machine, que je paye, je fais un cadeau, je subventionne la gasoline. Parce que je ne pas être un problème de charger pour moi. Sous chaque gallon, je fais un cadeau comme. On ne pas mériter ça. Et en plus, à l'âge que je là, c'est aller me braler. Donc, je hypothéquer vie par nous pour nous moins, ça ne pas capable de brûler le confort et je mettais un conditionnaire parce que je paye après ça. Tandis que si le piché, je ne peux pas baisser. Donc, voilà encore des choses qu'il faudra comprendre, des étudiants que vous êtes, des jeunes en particulier, la mauvaise utilisation des fonds en quelque sorte. Il n'y a plus mauvaise nouvelle pour nous. Monsieur, à combien de minutes? Vérifiez pour moi. Regardez le service de la dette. Dette là, c'est qui ça? Son comme l'État prêté pour le faire machine fonctionner, pour le payer employé, pour le subventionner gaz, pour le fonctionner. 33,4 milliards de gouttes.
Et la dette a explosé pendant les 10 dernières années. Bon, parcourir l'emboué, dette Caribé, comme ça me connaît, Petro-Caribé, il n'y a pas Petro-Caribé simplement. Les mauvaises gestion financière et la dette interne est là également. Donc, lorsqu'on fait 33,4 plus 27,6, arithmétique, mes amis, on prend masse l'argent, ça, je mets pour deux bagailles qui passent servi une population extrêmement jeune. Extrêmement jeune. Et ce n'est pas faire de la politique, c'est nous pour caler les jeunes qui pour nous questionner, pour nous faire politique avec budget. Parce que lorsque tous ces fonds sont mis dans ces secteurs, il y en a moins pour l'agriculture, il y en a moins pour la santé, il y en a moins pour l'éducation en quelque sorte. Voilà comment il faudrait analyser ce genre de chiffres. Rappelez-vous bien qu'on avait dit, après le tremblement de terre, qu'on allait refonder ce pays à travers la refondation territoriale, refondation économique. On plan ces gros visions, belle par en pile. Et les politiciens, bon en bagaille ça. Pour aller gagner l'élection, pour aller faire ceci, pour aller vendre le ciel. Maintenant, prenons 10 ans plus tard. Et j'aurais pu prendre chaque année. Ce schéma que vous avez, c'est un schéma également du ministère de l'économie et des finances qui me donne ces chiffres. C'est quoi? Le fait qu'on situe dans le département de l'Ouest, là, la plupart de nous-mêmes qui vivons dans le département de l'Ouest, là, dans le budget 2021, qui était de 254 milliards de gouttes, dont 180 milliards pour le fonctionnement et seulement 74 pour l'investissement, vous allez voir ce qu'on appelle les plus grandes inégalités qui existent dans ce pays et qui posent problème à vivre là. Comment? Sur 180 milliards de gouttes de fonctionnement, regardez le département de l'Ouest, combien de obligé. Chaque fonctionnement, salaire des employés, pas vrai? Les biens et services. Donc, qui veut dire la forte concentration qu'il y a dans le département de l'Ouest, c'est là que la plupart des employés de l'État, ils ont mangé 176 milliards de gouttes dans le fonctionnement. Et vous parlez pour un bon parti également l'investissement par rapport à tout l'autre département. Mais faites un petit flashback dans votre tête dans la présentation d'aujourd'hui. Quels sont les départements où il y avait le plus de personnes pauvres? Quels sont les départements qui avaient moins de personnes pauvres? Eh bien, chiffre ça remonte pour qui ça a une concentration ça fait dans l'Ouest, dans la Tibonite et dans l'autre département. Donc, si on vit dans le département de l'Ouest, on va avoir 47 000 gouttes de dépenses per capita. Sous chaque dépense qu'a faite par l'État, le budget, les gens qui sont dans l'Ouest, il y a 47 000 gouttes. Bon, ce n'est pas extraordinaire. 47 000 gouttes, là, c'est pour moi, parce que le budget est annuel. Mais supposez par exemple, moi, je dis, bon, il y a trop d'insécurité dans l'Ouest, là. C'est mon sud-est. Je dis, je vais me déplacer, je vais vivre dans le sud-est, là, parce que la situation n'est pas bonne pour moi. On va faire un gros erreur, parce que regardez, dans le sud-est, l'État n'a pas dépensé 2000 gouttes per capita. Ça veut dire pour la santé, pour l'éducation, pour les infrastructures dans le département du sud-est. Donc ce schéma vous montre exactement ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ce sont des choix qui ont été réalisés. Ce sont des décisions politiques exprimées dans les budgets et que nous, comme citoyens, que nous acceptons sans dire rien. Donc voilà un tableau qui nous donne une idée de la situation. On va finir avec ces trois graphiques parce que je pense que l'heure est presque 45 minutes presque réalisée. N'oubliez pas que je veux que vous sortiez d'ici, particulièrement les médecins, avec une autre approche médicale. D'abord santé globale et médecine sociale. Et que nous, toutes les finies là, nous allons courir à le plonger dans l'hôpital, c'est là seulement nous capable de fonctionner, nous allons battre pour nous capable de jouer un stage là-dedans. Il y a tellement d'opportunités, et vous voyez, ça vient de l'OMS, à savoir comment mettre en place des structures pour que ce soit la dernière pandémie, qu'il y ait des préventions. Mais pour le faire, nous devons avoir un autre système médical, une autre façon de faire la médecine, une autre façon de former les professionnels de la santé. Qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmières, peu importe, personnel de santé. Donc, ce qu'on appelle les soft skills, parce que ce que vous avez en Haïti en général, on vient ici, vous avez pris beaucoup de hard skills, compétences, étudier, ou bon dans ça, vous allez faire moyenne, vous connaissez 8, 9, sur lauréat, vous battre bravo pour vous. Mais attention, vous pouvez être le meilleur étudiant en médecine, lauréat ici, et sortir à l'extérieur, ne pas avoir la même situation. Ce qu'on appelle les soft skills, à savoir ce qu'on n'apprend pas malheureusement. Le changement qu'il doit y avoir même de manière physique. Je dis à Jean Wessal, là,
On n'enseigne pas dans une faculté de médecine moderne de cette façon. Son amphithéâtre est supposé, même physiquement, pour qu'il y ait une autre façon même d'enseigner. Et même la façon d'évaluer les étudiants. Pas qu'on a fait que chaque monde ne va pas copier sur ça, ne va pas faire ceci. C'est des devoirs en commun. Et c'est bien de faire ce genre de travail, de faire des projets en commun. Parce que là, on va arriver malade là, malade là, a un problème. Pas qu'on a fait concours avec médecin, l'autre médecin qui est beaucoup là. Son équipe qui entre dans la salle d'opération qui vous donne le résultat. Et si l'équipe n'a pas bien marché, supposé infirmier a fâché avec un docteur, il a joué, il dit, ça pour nous faire là. C'est urgence qu'il a. C'est une décision rapide qu'il vous prend. Donc le leadership doit venir un mot important dans votre langage. Les capacités, à savoir renforcer le système mondial de santé, mais également le ministère de la Santé. Il faut qu'il y ait une autre approche au niveau du ministère également, une autre façon de prendre des décisions. Essayez d'avoir également des investissements dans la préparation. Simplement de terre. Si l'on n'est pas arrivé là, dans 2 jours, nous avons un paquet de cyclones qui va arriver là, est-ce que nous parlons pour ça vraiment? Est-ce que les étudiants qui sont ici, si ils ont un problème, ils ont besoin de médecins, comment on va le mobiliser? Ça va le faire avec eux. Avancez encore, il faut que vous puissiez avoir un système de surveillance, pas au niveau local, comme si n'importe quoi, au niveau national, et partager les données ça avec l'île, partager avec toute la zone. Établir également la plateforme. Nous connaissons des mots, ça va vrai? Plateforme. Et bien, médecine dans la plateforme, dans tout. Ça, c'est une plateforme à qui est-ce connecté, networking en quelque sorte. 27 000 km², c'est rien du tout, mes amis, pour ne pas connecter, pour avoir ces informations. Donc, l'université doit réfléchir sur deux choses. C'est peut-être des idées que je vous donne pour les prochaines séances que vous aurez dans les prochaines années, pour voir les opportunités. Le financement, nous ne sommes pas capables de faire médecine sans l'argent. 8 milliards de gouttes, pas capables de faire haïtiens, services de santé, de qualité, l'accessibilité également. Et l'efficacité de la coordination. Pas qu'on a fait faculté de médecine, l'État, puis bon que ça, et puis bon que qu'est-ce qu'il y a, ça c'est blague. Les a fait concours université au niveau monde, Haïti va même qualifier. Moi, non Haïti là-dedans. Et aujourd'hui, Shanghai fait concours mondial. Donc il faut que les étudiants à l'université qu'est-ce qu'il y a, étudiants ici là, nous tous mettre tête nous ensemble pour partager l'information. Pas quelqu'un qui vont passer l'autre, c'est dit que c'est garder comment vous allez coordonner et avoir un réseau solide, un système de santé solide. Et encore un autre travail que vous pouvez réaliser, encore des exercices statistiques. Vous entendez chaque année indice de développement humain, indice de compétitivité mondiale. Donc on réfléchit maintenant pour connaître ce qu'on appelle un indice universaliste au niveau de la santé. Et c'est des indicateurs pas difficiles qui sont prêts à le faire. Comme j'avais dit, on a des couvertures médicales là. Je dis à combien de sections communales qui pas un centre de santé là-dedans, mes amis. Et il y a pile. Donc, je dois avoir ces indicateurs et comment mettre la pression, pas simplement sur le gouvernement, mais sur la population pour qu'il y ait une meilleure répartition de la richesse. Je n'aime pas ce terme de générosité, non. Santé a toujours pensé à un fait cadeau. Il faut qu'il y ait le financement parce que lorsque nous ne pas financer le secteur santé, maintenant il a au niveau mondial, que le niveau économique, que le niveau financier. Donc, ce terme générosité, je voudrais parler plutôt de financement de santé. Et, troisièmement, l'équité. Le fait que Port-au-Prince, il y a plusieurs hôpitaux qui sont côté dans l'entier espace qui vivent là, mais les gens qui vivent lui-même, par contre, B2N ou bien Bobato Police là, est-ce que moi ça? Ce n'est pas des choses impossibles à faire. Et qu'on pourrait le faire à travers l'université haïtienne. À savoir avoir ces données, les collecter et avoir des indicateurs qui nous permettent de voir si m'améliorer les indicateurs, l'espérance de vie va augmenter, mais il faudra mettre l'argent pour le faire. J'espère que c'est le dernier slide. Ça, c'est pour vous dire que il y a plusieurs métiers pour un médecin aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans l'hôpital. C'est de vous concentrer. Vous voyez les activités de base dans les opérations. À savoir, dans l'hôpital, là, côté à faire opération, côté à faire consultation. Un hôpital, c'est comme une entreprise qui doit avoir des intrants, même genre, je ne sais pas tout à l'heure là, comment on fait l'assurement, et bien, comment on va entrer produit dans l'hôpital là, pour me capable de soins de santé à la fonction de production. Ensuite, là, je vais comment pour me sortir, comment on va faire delivery, à savoir livraison, distribution de services là. Comment on va faire marketing, parce que je ne vais pas parler de l'hôpital, l'hôpital c'est très bon, c'est seulement 10% de gens qui mourent là-dedans. Médecin, c'est pour attendre, c'est 100%, personne ne va mourir. Donc vous imaginez la pression qu'il y a sur un médecin, mais il faut lui donner les conditions également.
Et lorsqu'on parle de médecine, ce n'est pas seulement l'hôpital. Regardez cette partie des activités de soutien. À savoir, un hôpital qui se respecte doit avoir un organigramme, conseil d'administration, directeur exécutif. Il faut avoir exactement direction de ressources humaines dans l'organigramme. Il faut avoir direction financière. Donc, si un médecin qui ne veut pas étudier l'autre bagaille, il concentre dans le corps humain, l'aime prendre médecin, ça mettez le chef de l'hôpital, le directeur de l'hôpital, je perds du médecin ça et je perds du l'hôpital là. Parce que le parle tellement occupé pour la veiller, est-ce qu'il y a un courant, qui problème qui gagne dans les ressources humaines, qui problème financier qu'il gagne, il n'est pas capable de faire rien que le connaît. Oui, il faut avoir de bons médecins qui sont capables de spécialiser dans l'opération. Et la recherche et le développement également. Regardez ce qui passe là, on a fait un vaccin qui a passé là. La médecine aux États-Unis, c'est près de 17% du PIB. On parle de 1000 milliards de dollars. Qui sont big business que la médecine n'a. Donc, comment lier l'aspect social et l'aspect financier? Et vous avez un avantage. Si vous êtes médecin qui a une capacité pour comprendre toute activité de soutien, le développement technologique, le procurement. Donc, voilà un ensemble d'opportunités que vous avez, mes amis, si vous voulez réussir dans le post-Covid et pas concentrer simplement dans l'opération, dans le corps humain. Il y a beaucoup plus de choses intéressantes à voir. Merci, j'espère que j'ai respecté les 45 minutes. Dans des prolongations. Un grand remerciement à M. Kessner Farel. Nous passons directement aux questions. Bonsoir, M. Farel. Je suis Dr Norseïd et je suis arrivé un peu en retard. Je ne sais pas si vous avez défini ces deux concepts-là. Vous avez parlé de santé mondiale et de médecine sociale. Est-ce que vous pouvez définir pour nous ces concepts? Comme j'ai dit, comme j'ai dit, ces deux concepts, c'est commun actuellement. Et comme je l'ai expliqué, en 2012, et après le tremblement de terre, Paul Farmer, qui était avec des médecins de Harvard en Haïti, analysant la situation du tremblement de terre, les gens qui mourent, tout cas était problème. Et Paul, c'est un entrepreneur social. Parce que l'entrepreneur, ce n'est pas le monde qui va faire l'argent simplement, mais l'entrepreneur social, là, c'est le monde qui va regarder comment pour résoudre des problèmes sociaux et trouver, en dehors de l'aspect public, faire ce genre d'activité en quelque sorte. Et ils ont créé un mécanisme et qu'ils ont mis en place du côté de Harvard University une maîtrise en santé mondiale, santé globale. Pour nous garder que toute connexion qu'il y a aujourd'hui avec mondialisation, nous sommes gardés là, on a fait Covid là, on a avion déplacé, après le monde gagné avec le virus là. Et tous les systèmes, pas penser que c'est petit système qui a un problème, non, c'est tout système. Les Américains, les Brésiliens, il y a eu beaucoup plus de morts dans cette zone de l'Amérique latine. Et même aux États-Unis, où ça qui est passé à New York en quelque sorte. En France, de côté que mettre l'argent dans le secteur santé. Donc l'argent ne résout pas seulement le problème. Donc c'est comment réfléchir de manière globale avec cette interconnexion. Donc c'est ça l'aspect de santé mondiale. Lorsque nous pas prendre soin de santé mondiale là, les virus la gagné, le fait pandémie, et bien l'économie mondiale fermée. C'est pour la première fois depuis 1929 qu'on a connu un tel choc dans l'économie mondiale. Et ça coûte une cher, le nombre de pauvreté. Et Paul a lancé l'idée et a pu mobiliser des fonds en quelque sorte. La santé et médecine sociale, là, l'on pays a tant d'inégalités. Nous montrons supportés par des chiffres. Pour qui ça nous concentrer dans 4 départements, c'est parce que c'est là qu'il y a plus bon l'école, plus bon l'hôpital, tout plus bon bagaille de malheur relatif, c'est là de météo. Donc nous venons gonfler dans la zone ça. Donc comment réduire l'inégalité territoriale? Pas simplement en offrant de meilleurs services d'éducation, mais également de meilleurs soins de santé également. Je n'ai pas un chiffre dans la tête, mais il y a un paquet de sections communales qui n'ont pas gagné l'hôpital. Bon, je dis l'hôpital, un centre de santé. Donc, les gens sont obligés de marcher des kilomètres à souffrir pour l'ALDS soins de santé. Et nous avons une quantité d'argent qui est disponible au niveau du ministère. Là. Donc, voilà des choses qu'il faudra réfléchir. Et c'est ça un petit peu ces deux concepts pour dire aux médecins qui sont capables de sortir là, pas capable de nous job en dedans ou salle d'opération, mais il y a l'autre bagaille qui est capable de en santé publique et il y a l'autre opportunité qui existe en quelque sorte. Ce sont deux concepts qui sont très forts actuellement en Afrique. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de jeunes haïtiens que j'ai rencontrés en Afrique à travers Partners in Health
qui ne travaillent simplement dans la santé, par soins, mais dans la santé publique, au Burundi, dans un paquet d'autres pays. Donc c'est comment pour nous connecter tête nous dans ça, le n'a fini ici là, ou encore, dans quelle que soit faculté de médecine guinéenne, pour nous voir les opportunités qui existent avec la santé aujourd'hui. C'est ça, ces deux concepts. Une autre question? En attendant que vous trouviez quelque chose à poser, moi-même j'ai une question. Au lieu de nous ajouter une 8e année, est-ce que ce ne serait pas mieux d'enseigner l'économie scolaire, niveau scolaire? Bon, j'ai une petite université qui s'appelle l'Université Libre à Radio Métropole chaque samedi après-midi. Et c'est ce que je fais depuis Cheveux Blancs, c'est près de 30 ans d'enseignement en quelque sorte. Il va y avoir une activité lundi. Finalement, le ministère de l'Éducation nationale et la Banque centrale et le ministère des Finances vont ajouter l'économie et la finance dans le curriculum des écoles. Et c'est fondamental. Et ici, on aurait dû avoir également des cours d'économie de la santé. Au moment où je vous parle, c'est une économie. On en a une en ce Eh bien, je cherche un très bon là parce que j'ai un projet au niveau de groupe croissance. Avec la fuite de cerveau qu'il y a, je n'arrive pas à trouver réellement un bon économiste de la santé. Je ne suis pas un économiste de la santé. Même gens que nous-mêmes nous spécialisés dans la pédiatrie, dans la gynécologie, l'économie c'est la même chose. Nous forçons à parler de la santé. Chaque année, nous sommes connectés pour nous capables de venir. Mais c'est une spécialité en quelque sorte. L'économie de la santé, on n'en a pas assez en Haïti. Donc, l'économie du développement, c'est tous ces éléments qu'il faudrait ajouter. Non, j'ai insisté un petit peu. Je ne vais pas faire 8e année parce que nous coûtons des universités à trop cop déjà. Nous ne pouvons pas payer pour ça. Je ne sais pas compter les ça, mais c'est vrai. Regardez ce que vous coûtez à l'université. Combien vous payez par année? On fait 10 ans, on est une télévision. Nous ne songer. Mais si je demande un petit monde qui a étudié médecine aux États-Unis, je dis, il n'est pas foutu, il va songer. Haïti est en train de subventionner. Je suis à l'université et je vous le dis, nous sommes en train à l'UNDH de subventionner la médecine américaine. Ici à paye, pour faculté, l'État n'a pas payé un goût de lui-même. Donc, si mon yo fini, bon, on ne peut pas rendre nous responsables parce que le pays n'a pas créé un environnement pour nous tous. Mais lorsqu'on finit de payer petit gap d'ail comme ça, nous arrivons à passer machine dans l'autre bois. Nous parlons en concurrence avec un monde qui doit des milliers de dollars pour faire médecine aux États-Unis. Donc, c'est ça l'économie, à savoir qui bénéficie réellement de santé en Haïti. Voilà une université catholique qui gagne des facilités à travers des dispensaires et des centres de santé. Mais si nous avons une enquête, l'année prochaine, mettez ça dans le programme, nous, on essaie de regarder combien d'étudiants l'Université Notre-Dame, depuis l'université a créé à Jodia, qui a fonctionné dans le pays d'Haïti. Regardez combien qui a fonctionné aux États-Unis. Et je ne vais pas faire de l'air pour nous, mais nous connaissons que les étudiants de la faculté ça arrivés en Europe, que la Belgique, que la France ont réussi. Donc, bête nous solides nous. Donc, voilà la situation également. Il faudra se poser la question également. Et chaque fois qu'il y a une opportunité, les alumni de l'UNDH, nous sur les réseaux sociaux, regardez nous. S'il vous plaît, un petit cop pour nous, pas ici là pour nous continuer à faire formation. Parce que ça coûte cher pour former en 7 ans. Je n'ai pas besoin de faire 8 ans parce que 8e année après coûter l'université plus comme encore. Vont petit comme en retour pour nous capable bailler qualité et surtout également pour nous disperser sur le terrain. Parce que les chiffres que je vais te montrer, l'université Notre-Dame, je ne vais pas dire une complice, mais nous ne sommes pas capables de former les gens, après nous ne pas même qu'à utiliser le réseau santé qui gagne au niveau de l'église catholique. Est-ce que quand je dis ça tout, je ne sais pas. Est-ce que si je me donne en place, je ne peux pas faire? Mais c'est une réalité. Et c'est ça l'économie. L'économie, c'est quels sont les coûts, quels sont les bénéfices. Si l'université a aujourd'hui 20 ans, je garantis si je fais bilan actif-passif, nous mettons un paquet de bonnes têtes de médecins à travers le monde qui ont réussi. Mais on regarde les passifs là, est-ce que ça bénéficie à pays vraiment? Est-ce que ça bénéficie à l'église catholique? Et j'en parle comme un bénéficiaire de l'église catholique. J'ai étudié chez les frères Okaï, 12 gouttes par trimestre, ça veut dire 4 gouttes par mois. 4 gouttes par mois. Toutes mes études primaires, les moi dans 6e secondaire, frère chargé 30 gouttes.
Donc lorsqu'on m'invite à ce genre de choses, je vais me demander qui là, ça a fait, quand ça m'a fait quitter, je ne vais pas venir là samedi. Mais c'est une dette que j'ai envers l'Église et que je remets. Et je souhaité que tout le monde qui bénéficie de l'Église catholique, nous avons reproché un pile bagarre, mais l'affaire éducation, qu'elle soit l'éducation au niveau primaire, secondaire et universitaire, je pense qu'elle est de qualité en quelque sorte. Donc pensez à donner un retour. Et je reproche très souvent aux évêques qu'on donne beaucoup, mais ça ne revient pas comme ça devait être fait en quelque sorte. Sujet sensible, bah ouais. Oui, une dernière question. Il n'y a pas de question? Eh bien... Allez-y. C'est toujours pour parler des histoires de la 8e année. On leur dit toujours à chaque fois que la médecine, l'éducation, ce n'est pas ce que les professeurs donnent dans la salle de classe. Nous sommes dans un mouvement maintenant vers l'accréditation où il faut aller travailler, il faut aller chercher. J'apprécie ce que vous avez dit. Pour savoir toutes ces choses-là, on ne va pas le faire à l'université, on doit aller chercher. Par exemple, M. Farrell vous a dit, il y a l'université libre. Attendez, ça l'a dit. Il y a des choses, ce n'est pas ici qu'on va vous les donner. On voudrait bien vous donner beaucoup de choses. Mais comme il l'a dit, ça coûte de l'argent. Les professeurs nous coûtent. Et ils refusent de comprendre que ce qu'on leur demande comme pour l'année ne couvre pas nos besoins. Ils ne le comprennent pas. Donc, ça, bon, de toute façon, on sait, la situation est difficile, l'économique est difficile, mais ce que je voulais dire là, ce n'était pas pour l'histoire d'argent, c'est pour cette histoire d'université libre, d'aller dans les réseaux sociaux, d'aller sur Google, d'aller chercher des choses. Ce n'est pas professeur qui a vu vomir bagaille. Il faut comprendre ça. C'est comme ça qu'on se forme. Cette connaissance générale, ce n'est pas la faculté. On vous donne l'essentiel. Et maintenant, bon, nous sommes entrés dans, on leur dit à chaque fois, bon, ils ne le croient pas, nous sommes entrés dans l'accréditation. On diminue les cours pour que les étudiants puissent aller travailler. On diminue le nombre d'heures de cours. Donc, si vous n'allez pas travailler, comment réussir ceci? Donc, on ne mettra pas une 8e année, on ne mettra pas d'autres années. Cette 8e année, c'est à vous de la faire chez vous. D'accord, merci. En fait, je parle, comme vous avez dit, lorsque je suis au niveau du conseil d'administration, cette faculté nous coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et pour la qualité qu'on veut tenir. Et la qualité est là, puisque le aller à l'extérieur, il réussit en quelque sorte. Vous voyez? Donc, c'est comment donner quelque chose en retour. Moi, je vous donne encore une idée. L'université se retrouve dans cet espace. Bon. J'habite la zone, donc je suis bien content que nous-mêmes prenions soin de ça tout. Mais pourquoi on ne pourrait pas avoir, mes amis, avec les étudiants qui terminent, qu'on est en 6e, 7e année, dernière année, nous, pour ne pas créer un bagage dans le quartier, dans les zones les plus défavorisées, les font une consultation pour Timoun, ils font une consultation pour mesdames. D'ailleurs, vous allez avoir une base de données en quelque sorte. Pour ne pas faire ça relayer l'entrepreneurship social. Et c'est ce que Paul a fait. Paul a pris un modèle, Paul Farmer, il a été là à Scaoubas, il a commencé dans le bagage. Mais c'est une organisation qui mobilise les fonds. Je suis membre du conseil d'administration de Partners in Health maintenant. Mais je peux vous dire, j'apprends également, même pour ma compagnie. Paul m'a influencé pour me dire, bon, si monsieur, c'est un bagage social lié, il est capable de retirer le bagage de Haïti, parce que c'est en Haïti le créé. Là, le pote en Afrique. Je me dis, oh, bon, pas qu'à un film de consultation, cap bail de service, tout ça me montre là, je vais retirer Haïti, mettre Guinée, mettre Côte d'Ivoire. Je vends des services de ce genre également. Donc comprenez que pas fermer dans la cour, petite blague nous même fermer. Non, essayez de sortir comme madame a bien de dire, créer une insécurité, mais faire le quartier, faire la zone, faire que les gens bénéficient de services santé au niveau proximité. On fait un travail qui est avec ici là. Après nous-mêmes nous prenons zone ça, nous disons bon, m'a bail accès à mesdames qui sont enceintes. Parce que sachez que pas bien 40 femmes haïtiennes qui ont accouché qui veulent un service minimum non. Donc 60% ça qui dehors, nous qui danger ça veut dire, il pas améliorer l'espérance de vie. Et l'on fait ça. Après ça, je connais une balle d'air, partie une balle d'air. Mais si nous mettons ça en dans CV, nous, pour nous dire, l'un de l'université, je ne vais pas simplement craser bête.
Mais, comme madame l'a dit, nous avons un leadership, nous avons créé un mouvement, mais ça m'a fait. Au supporter, l'université a bon papier pour ça. Ça va ouvrir d'autres portes pour vous en quelque sorte. C'est un investissement pour vous. Et le soir, pas besoin de plaindre, oh, c'est l'État qui a besoin d'entrer dans l'État. Non, on a fait toute pratique là, en créant des espaces. Et l'Église catholique a également un service de santé. Comment pour nous dire, et Caritas, mais ça n'est pas capable d'offrir. Comment pour nous dire, CRS, bon, un réseau extrêmement important à exploiter en quelque sorte. C'est cette exploration. Et c'est ça le leadership, c'est ça la vision, c'est ça l'entrepreneurship en quelque sorte. Paul l'a fait, donc pour qui ça n'est pas capable de réaliser ici là tout, et je crois ça pourrait aider et pas prendre simplement un retour et avancer avec tout ça. Je pense que ça a été la dernière question. Merci beaucoup madame pour ce support. Mes amis, un tonnerre d'applaudissements pour M. Chrysler.